Bonjour, je m'appelle Laurent Carilla, je suis praticien hospitalier en psychiatrie et en addictologie et je vais vous faire aujourd'hui une conférence de psychiatrie et d'addictologie pour les D4. Donc une année phare qui clôture les années de médecine et qui va vous permettre de vous orienter sur la discipline de votre choix. Donc le dossier numéro 1, c'est l'histoire d'un patient de 31 ans qui vient vous voir en consultation adressé par son médecin traitant pour une prise en charge d'une consommation excessive d'alcool. Parmi ses antécédents, vous retrouvez la notion de 2 crises convulsives, un tabagisme estimé à un paquet de cigarettes depuis 13 ans, et son père a une cirrhose hépatique, et ses 2 frères jumeaux ont de sérieux problèmes d'alcool et de drogue. Les consommations d'alcool ont débuté vers 16 ans, de manière festive, et le patient vous dit « Je buvais et fumais beaucoup de pétards, j'adorais ça, je n'ai jamais pris d'autres drogues ». Vers 18 ans, il s'est mis à boire régulièrement du whisky avec ses amis dans les clubs, puis rapidement seul à la maison. Les week-ends étaient marqués par des ivresses importantes où il pouvait être violent et tout oublier. Puis rapidement, ces ivresses avaient lieu en semaine. Tout ceci l'a conduit à perdre son emploi de chauffeur routier et son permis de conduire. Depuis 2 ans, il a perdu le contrôle de ses consommations. Le matin au réveil, il tremble, transpire, est irritable et anxieux, l'obligeant à consommer. Votre patient est triste, sans idée suicidaire. L'examen somatique est normal, en dehors d'une discrète hépatomégalie. Il est d'accord pour un traitement. Quel diagnostic évoquez-vous et vous argumenterez votre réponse. Donc vous voyez cette histoire clinique et le diagnostic que l'on peut évoquer, c'est un syndrome d'alcoolodépendance. Le point important, c'est quoi? C'est qu'il ne faut plus parler d'alcoolisme chronique, utiliser la classification de Fouquet, alcoolite, alcoolose, somnalcoolose, ne plus parler d'éthylisme chronique, d'exogénose. Vous auriez la moitié des points, puisque ce dossier serait posé par un spécialiste. Et même si vous entendez ça dans les stages hospitaliers, il ne faut plus l'évoquer, il faut parler en dépendance à l'alcool ou dans syndrome d'alcoolodépendance. Les points cliniques importants, ce sont les antécédents familiaux de troubles liés à l'alcool, les antécédents personnels de crise convulsive, l'âge de début précoce des consommations et l'augmentation progressive des modalités de consommation. Je n'ai pas coté consommation festive et la recherche d'excès, même si ce sont des marqueurs d'installation d'addiction. On retrouve également un phénomène de tolérance, un syndrome de sevrage, une participation affective thymique et des conséquences médicales et sociales. Donc juste les mots-clés de la dépendance, c'est plus de 12 mois de consommation, un phénomène de tolérance, un syndrome de sevrage, un besoin irrépressible de consommer. Je vous rappelle qu'on ne parle pas en anglais, mais c'est craving en anglais. Perte de contrôle, réduction importante d'autres activités, des complications somatiques, psychiatriques et sociales. Donc il faut retenir plus de 12 mois, tolérance, sevrage, envie irrésistible de consommer et les conséquences. Que pensez-vous de la tristesse de votre patient? Alors, il y a des étudiants qui vont se lancer directement dans des diagnostics de dépression. L'alcool est dépressogène, induit une symptomatologie thymique triste. Donc, il faut d'abord connaître les antécédents psychiatriques personnels du patient. Et la conférence de consensus dit qu'il faut attendre le temps du sevrage avant de mettre en route un antidépresseur, sauf si il y a un tableau mélancolique ou des idées suicidaires. On prescrira d'emblée, si tableau mélancolique ou idées suicidaires, on prescrira d'emblée antidépresseur. Sinon, on attend 15 jours à 4 semaines après le sevrage de pouvoir réévaluer la thymie, l'humeur, pour mettre en place un traitement antidépresseur si nécessaire. Que prescrivez-vous comme examen complémentaire en lien avec ce problème d'alcool? Et vous voyez, c'est très ciblé en fait. Et on ne vous demande pas de faire un listing. C'est avec ce problème d'alcool, c'est avec ce problème de dépendance à l'alcool ou avec ce problème de consommation excessive d'alcool. Donc on ne vous demande pas de vous lancer dans des catalogues d'examens complémentaires qui sont anti-ECN et on ne vous demande surtout pas de vous lancer dans un bilan de cirrhose. Donc en lien avec cette consommation excessive, c'est la CDT d'abord, transférine désialylée, qui est un marqueur de consommation excessive d'alcool à partir de 6 verres par jour. Puis la gamma-GT, qui est un marqueur d'évaluation des consommations excessives à partir de 10 verres par jour. Puis les transaminases, puis le VGM. Et on fait une échographie hépatique
chez tout patient ayant une consommation excessive d'alcool. Donc c'est ce que je disais, c'est les biomarqueurs de dépendance à l'alcool, donc la CDT qui se positive à 6 verres, les gamma GT à 10 verres. Et un point important, c'est la consommation déclarée d'alcool que vous devez connaître en D4. C'est 1 verre standard égale 10 grammes. Vous ne vous lancez pas dans des formules magiques, mathématiques complètement délirantes. C'est 1 verre standard égale 10 grammes d'alcool. Une bouteille de vin, c'est 8 verres, donc 80 grammes. Une canette de bière standard, 25 ou 33, c'est 1 verre standard. Une bouteille de pastis, c'est 320 grammes d'alcool. Et une bouteille de whisky, de vodka, de gin, etc., c'est 220 grammes d'alcool, 22 verres. Quel est votre traitement? C'est la conférence de consensus. Vous avez un patient dépendant à l'alcool, vous allez le sevrer. C'est la conférence de consensus. Et il y a eu différentes conférences de consensus. Donc on hospitalise le patient et c'est une hydratation 3 à 5 litres par 24 heures. Un traitement sédatif par benzodiazépine, c'est la seule famille qu'on prescrit. Et la référence, c'est diazépam. En l'absence de contre-indication et en l'absence du fait que ce soit un sujet âgé, un sujet très très jeune ou une femme enceinte si nécessaire. Une vitaminothérapie B1, B6, PP. Et les addictolytiques, et on peut en mettre un pour réduire l'envie de consommer. On peut mettre soit un d'emblée à J1 du sevrage, qui est l'acamprosate, soit mettre un deuxième qui est la naltrexone à J7 du sevrage. On couple ça à des entretiens motivationnels pour renforcer, pendant la période de sevrage, pour renforcer le patient dans son désir de changement, et on surveille les symptômes de sevrage, la thymie et les effets indésirables du traitement médicamenteux prescrit. Petit commentaire, donc on ne parle plus de cure de sevrage, mais de sevrage thérapeutique en alcool. Il est soit hospitalier, soit ambulatoire. Et je vous l'ai dit, conférence de consensus, donc extrêmement tombable. Quel projet organisez-vous à la sortie de son sevrage thérapeutique? Et ça, c'est une question typique ECN, parce que très pratique. Le projet thérapeutique, c'est quoi? C'est un projet de post-cure. Donc le post-cure, c'est une structure hospitalière où les patients vont aller pendant un temps T. Ça peut être de 1 mois à 1 an, où il va y avoir du travail de psychothérapie, où il va y avoir du travail d'activité sportive, d'activité artistique, de réhabilitation sociale. Et où un suivi en hôpital le jour d'addictologie. Et quoi qu'il arrive, il y a toujours un suivi ambulatoire en consultation d'addictologie. Soit c'est la post-cure, soit c'est l'hôpital de jour, mais il y a toujours un suivi en consultation d'addictologie. On propose également des réunions d'anciens buveurs, et sur le projet long terme, c'est psychothérapie pour suivi et addictolytique. La psychothérapie, ça peut être de la TCC avec la prévention de rechute, ça peut être d'inspiration analytique, ça peut être aussi dans certains cas des thérapies familiales ou de couple. Que proposez-vous comme traitement médicamenteux à votre patient, sachant qu'il est dépendant au tabac et que le score de son Fagerstrom est à 7? Eh bien, il fume 20 cigarettes par jour, il a un test à 7. Donc on va proposer d'abord un traitement substitutif nicotinique par dispositif transdermique. Donc on ne parle pas de patch, mais en synonyme c'est patch ou les timbres, et des gommes de 2 mg, peu importe la posologie. L'alternative thérapeutique, ici, ça aurait pu être d'emblée la varénicline en l'absence de contre-indication. Quelles autres mesures thérapeutiques associez-vous dans le cadre de son sevrage en tabac? Eh bien, il faut associer des thérapies cognitives et comportementales. Il faut repérer et traiter les comorbidités psychiatriques. Et je vous rappelle que les principales sont les comorbidités anxieuses et les troubles de l'humeur. Il faut repérer et traiter des comorbidités addictives et ou addictives. Avec le tabac, il y a souvent l'alcool. Avec le tabac, il y a souvent le cannabis. Et maintenant, avec le tabac, il y a souvent la cocaïne. Et on propose des activités sportives, des conseils diététiques chez tous les patients qui sont des mesures adjuvantes à la psychothérapie et au traitement médicamenteux.
En conclusion, la dépendance est une maladie chronique avec de nombreuses complications et on envisage une hospitalisation dans le cas de l'alcool s'il y a eu un échec du traitement en ambulatoire, s'il y a des conditions de vie difficiles, s'il y a des comorbidités significatives et s'il y a des antécédents d'accidents de sevrage, par exemple crise convulsive, délirium très mince. Et n'oubliez pas, toujours associer la pharmacothérapie à la psychothérapie. Donc les recommandations, il y en a eu de nombreuses, vous les aurez sur la bibliothèque de la conférence Raphaël, avec des recommandations de l'ANAS 2001, 2001, 99, sur le sevrage du patient et la prise en charge au long cours. On a abordé l'addiction à l'alcool et au tabac, les différents types de techniques psychothérapeutiques et les traitements médicamenteux. Je vous remercie.